Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h, 1h pour décrypter les enjeux de marché, les tendances évidemment et aussi les actualités ou les grands sujets du moment qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers. Et au sommaire de cette édition, après plusieurs jours de discussion, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis de la Russie. Parmi celles proposées par la Commission européenne ont notamment été retenues un embargo sur le charbon russe, une limitation des importations en provenance de la Russie, mais aussi des exportations et notamment en matière de produits technologiques. On retient également une interdiction pour les navires russes d'affréter dans des ports européens, ainsi qu'un gel des avoirs de plusieurs banques russes. Sans oublier bien sûr l'élargissement de la liste des oligarques concernés par les sanctions déjà en vigueur, une liste qui intègre d'ailleurs à présent les 2 filles de Vladimir Poutine. Des sanctions qui n'ont pour l'heure pas eu d'effet sur les cours du charbon qui restent stables après sa forte hausse de la fin de la semaine dernière. Nous nous intéresserons dans cette émission également de près aux taux obligataires, à commencer par le spread franco-allemand qui s'écarte depuis quelques jours. Certains l'attribuent à l'élection présidentielle française, d'autres rappellent que ce n'est pas le seul spread européen à s'écarter. Nous demanderons à nos invités comment ils interprètent cette OAT à 10 ans qui revient sur des niveaux jamais connus depuis 2014, au-dessus de 1,25%. Nous leur demanderons également ce que l'inversion de la courbe des taux dit aux États-Unis alors que la Fed a fait part de son intention de normaliser plus vite, plus fort et plus tôt que prévu sa politique de soutien monétaire à l'économie américaine. Et au sommaire de ce soir également, nous reviendrons dans Marché à thème sur le secteur de la food delivery comme thématique d'investissement, un secteur porté au nu lorsque les mesures de restriction étaient au plus fort à travers le monde, puis qui a connu des parcours boursiers compliqués lors de la réouverture des économies, une thématique d'investissement détaillée par Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Le CAC 40 qui évolue dans le vert actuellement, vous allez en avoir le résumé complet donc proposé par Alix Nguyen dans Tendance Mon Ami. Le CAC est sur le point d'inscrire sa première progression depuis lundi dernier. On relève que l'indice parisien aura perdu près de 3% sur la semaine. Le marché dans son ensemble oscille entre espoir d'avancer sur le dossier russo-ukrainien et durcissement monétaire. Pour rappel, la Fed estime que l'économie américaine est assez robuste pour supporter un resserrement monétaire rapide. Les hausses de taux vont s'accélérer et le bilan sera réduit de presque 100 milliards de dollars par mois. Le tout sans compter qu'à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle française, la bourse de Paris s'avère particulièrement frileuse. Sur le front des matières premières, le baril de Brent oscille autour de 101 $, alors que les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie vont puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leur stock sur 6 mois. S'agissant des taux, l'écart de rendement entre l'emprunt français à 10 ans et son équivalent allemand se creuse. Outre-Atlantique, le rendement de l'emprunt à 10 ans se tend. Aux États-Unis, la remontée continue des rendements obligataires impacte le secteur de la technologie. Microsoft, Tesla et Nvidia reculent. On relève par ailleurs que la hausse des rendements profite aux grandes banques telles que JP Morgan, Wells Fargo ou Citi. À Paris, la plus forte baisse revient à ST Microelectronics dans le sillage de l'indice SOX des semi-conducteurs de Philadelphie. S'agissant des autres valeurs à suivre, enfin, Crédit Agricole avance dans le vert après l'annonce de l'acquisition d'une participation de 9% dans le capital de la banque italienne Banco BPM. Et puis Stellantis grimpe suite à la cession par le constructeur automobile de sa participation restante de 25% dans le capital de Jeffco au groupe CMA-CGM. Voilà, donc le CAC 40 qui gagne 1,43% à 6554 points. C'était Tendance Mon Ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
Et nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter l'actualité financière, ce qui nous amène à décrypter l'actualité économique et même parfois politique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine et un troisième Smart Bourse, et un troisième au téléphone, Michel Martinez. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. À vos côtés, Aymeric Didet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame et au téléphone qui nous accompagne également Pierre-Olivier Béfi. Bonsoir Pierre-Olivier Béfi. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Alors on va commencer par vous Pierre-Olivier Béfi. On va revenir sur l'actualité de cette semaine, la découverte des minutes de la Fed au lendemain d'annonce de Laëlle Brainard qui laissait entendre que la réduction du bilan de la Fed commencerait dès le mois de mai et que le rythme serait intensif. Je ne sais pas si c'est le terme que vous utilisez, mais c'est celui que je vous propose. 95 milliards de dollars par mois et ce durant 3 mois, voire un petit peu plus, avec cette volonté d'arriver à un soutien monétaire plus neutre, je cite, à voir ce que veut dire le mot neutre dans le discours de la Fed. Comment est-ce que vous interprétez cette décision de la Fed actuellement, Pierre-Olivier Béfi ? Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de surprises non plus. Je pense que le marché, il a déjà énormément incorporé une Fed qui va accélérer sur le resserrement monétaire. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt proche, je dirais, au mois de mai de la fin du repricing agressif de la Fed. Bien sûr qu'on peut aller un peu plus loin, mais je pense que depuis 2018, je dirais que la Fed a un track record terrible. En 2018, ils étaient en autopilote, ça s'est très mal terminé. En 2020, on a eu l'average inflation targeting qu'ils n'ont jamais fait. Voilà, donc là, ils étaient très en retard. Le marché, du coup, est maintenant s'est remis a mis la pression sur la Fed. Moi, j'ai l'impression que ce qui va être très compliqué maintenant pour la Fed, c'est d'organiser un resserrement sans des à-coups sur la croissance qui peuvent être assez violents. Voilà, donc ce que quand Powell parle de soft landing, je pense que c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense qu'on n'est quand même pas loin. On a beaucoup ajusté sur les taux. On n'est pas loin quand même d'avoir fait le travail sur les marchés. Ce qui peut d'ailleurs, dans un premier temps, notamment au mois de mai, être plutôt une bonne nouvelle pour les marchés actions, les marchés d'actifs risqués, parce qu'on aura une certaine confirmation. Mais si, par exemple, les indicateurs avancés commencent à affaiblir très fortement, que j'anticipe plutôt vers l'été, dans un contexte où la hausse des taux est un resserrement monétaire, mais je pense que ce qui est encore plus dommageable, c'est le retrait de la liquidité de la Banque centrale. Et ça peut être un contexte qui nous amène à un été vraiment très compliqué, à mon avis, sur les marchés financiers. Mais alors, ça pose quand même deux questions, Pierre-Olivier Béfi. C'est si vous évoquiez le terme de retard, et vous n'êtes pas le seul à l'évoquer, par rapport effectivement à cette inflation qui continue à filer aux États-Unis. Donc ça pose deux questions. La première, c'est est-ce que agir de telle manière aujourd'hui va réellement permettre d'agir sur l'inflation aux États-Unis, alors qu'effectivement, il y a une inflation qui file avec des facteurs exogènes, extérieurs finalement à la demande, puisqu'on est en lien avec des prix de l'énergie ou des prix des matières premières. Et la seconde question que ça peut poser, c'est est-ce que l'économie américaine et la croissance américaine aujourd'hui est suffisamment solide pour encaisser ce changement de stratégie, même s'il était annoncé, même s'il y avait effectivement plusieurs gouverneurs qui l'évoquaient déjà, de la Fed? Alors sur l'inflation, moi je pense qu'on n'est quand même pas très loin du pic de l'inflation. Ça se trouve, on a déjà d'ailleurs des signaux quand vous regardez le coût par exemple du fret aux États-Unis. On a aussi, si vous regardez la variation des matières premières en glissement annuel, on est quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de matières premières qui sont revenues. Le pétrole, ça reste une inconnue, mais si le baril se stabilise, disons, dans une zone haute entre 100 et 130. On n'est vraiment pas loin aussi d'avoir la fin des effets inflationnistes dus aux matières premières. Donc je pense que ça, de ce point de vue, on va quand même avoir, au moins une partie cyclique qui va baisser dans l'inflation. Après, il y a un deuxième point qui est un facteur plus structurel, c'est-à-dire que, si vous voulez, la crise du Covid et quelque part l'énorme stimulus monétaire et budgétaire a amené en quelque sorte aussi un nouveau régime d'inflation, éventuellement d'inflation salariale. Et ça, c'est sans doute un impact un peu plus durable sur l'inflation et c'est ce qui va devenir un peu plus intéressant. Donc je pense qu'en termes d'inflation, on va quand même avoir une baisse de l'inflation dans les trimestres qui viennent. Je pense que c'est assez consensuel. Là où le débat va être très vif, c'est sur
sur le changement de régime ou non. Aujourd'hui, le marché d'ailleurs a du mal à pricer un changement de régime puisque si vous regardez par exemple le marché obligataire, on explique que les taux vont monter agressivement cette année, un tout petit peu l'année prochaine et puis après derrière il va falloir recouper les taux. Donc ça montre que la conviction dans un nouveau régime plus inflationniste est, je dirais, plus forte que ça ne l'a été depuis une vingtaine d'années, mais pas encore très ancrée dans les marchés. Voilà. Après, sur la croissance américaine, est-ce qu'elle est capable d'encaisser ? Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on voit très bien que les marchés obligataires et les marchés actions, d'une certaine mesure aussi, intègrent le fait que l'économie est fragile et peut à tout moment basculer dans un scénario, je dirais, de ralentissement beaucoup plus prononcé que ce que les gens ont en tête. Aujourd'hui, ce qui est consensuel, c'est de dire voilà, qu'il y a une inversion de la courbe des taux, notamment sur le 2 ans 10 ans, sur la pente 2 ans 10 ans, mais qu'on l'a pas, par exemple, sur le 3 mois 10 ans. Enfin bon, donc tout le monde dit, de toute façon, il n'y aura pas de récession, vous inquiétez pas. Donc c'est peut-être là qu'il y a le plus grand danger pour les marchés, parce que même si on n'a pas de récession, il suffit qu'on ait un ralentissement assez prononcé pour que les marchés, à un moment, se fassent un peu peur. Moi, je pense qu'on est quand même à la fin, les marchés ont été l'économie a été très soutenue par un mini-cycle de restockage, notamment au premier trimestre de cette année. On a encore un petit peu de restockage, mais on a quand même un consommateur qui est quand même énormément sous pression dans tous les pays développés. Donc une phase de ralentissement, là aussi économique, me paraît assez inévitable. Et après, c'est l'ampleur de ce ralentissement qui fait nature d'un débat. Voilà. Ça veut dire aussi que le moindre choc, entre guillemets, un peu négatif, un peu inattendu, et on en a eu quand même pas mal depuis un certain temps, voilà, peut amener à des scénarios un peu plus négatifs sur la croissance économique mondiale. Alors ça, c'est du côté des États-Unis. Pierre-Olivier Beffy, je vous propose de commenter également la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, réunion qui se tiendra la semaine prochaine. On a pu découvrir le compte-rendu de politique monétaire de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, où on voit que les faucons, alors est-ce qu'on peut les appeler ainsi, puisque effectivement c'est pas forcément les mêmes faucons qu'aux États-Unis, mais les faucons sont, j'ai envie de dire, majoritaires au sein de la BCE, avec une volonté de dire que toutes les conditions ou presque sont réunies pour une remontée des taux sur le sol européen. Et c'était avant qu'on découvre le chiffre de l'inflation pour le mois de mars en annuel, 7,5% en annuel au mois de mars. Est-ce que par rapport à l'agenda qui était celui de Christine Lagarde à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire, donc au mois de mars, on peut s'attendre à des évolutions à venir selon vous ? Moi, je pense que de toute façon, la Banque centrale européenne est amenée à mettre fin au taux négatif cette année. De toute façon, quand on arrive à 7,5% d'inflation, il faut bien comprendre qu'être à moins 0,5 de taux, ça ne fait plus vraiment sens. Même si on monte à 0,5, 1%, on aura toujours des taux réels extrêmement, extrêmement négatifs. Donc des conditions financières qui sont extrêmement positives. Donc c'est un environnement qui, à mon avis, pour la Banque centrale, la rend assez immune à tous les chocs qu'on peut avoir. Ça peut être des chocs de politique intérieure, comme par exemple un peu de stress autour des élections françaises. Ça peut être des chocs extérieurs avec le coût du gaz, la crise ukrainienne. Je pense qu'aujourd'hui, même si c'est un peu, peut-être un peu déterministe de dire ça, je pense qu'il y a assez peu de choses qui vont faire dévier la Banque centrale européenne de sa trajectoire, y compris peut-être même un ralentissement assez marqué à l'été, ou à mon avis qui a déjà d'ailleurs un peu lieu, mais qui peut aussi être plus fort à l'été. Mais à l'été, même si on a un ralentissement fort, la Banque centrale ne va pas se mettre à baisser les taux. Voilà. Donc une fois qu'on aura passé, si ce ralentissement est temporaire, une fois qu'on l'aura passé, je pense que la Banque centrale, d'ici la fin de l'année, aura monté les taux. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Une dernière question, Pierre-Olivier Beffy, pour le coup plutôt marché. On a vu des marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique qui ont corrigé sur le premier trimestre de cette année, mais qui ont somme toute quand même montré une certaine solidité. Si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, des marchés qui ont été un peu chahutés, évidemment, avec en Europe l'idée de sanctions à l'encontre de la Russie, d'un 5e paquet de sanctions, puis ensuite les annonces ou la lecture des minutes de la Fed. Quel est votre scénario à l'ouverture de ce deuxième trimestre 2022 pour les marchés financiers, Pierre-Olivier Beffy ? Alors moi, je pense que le mois d'avril peut être encore un tout petit peu compliqué, notamment en Europe. En Europe, on a l'élection française. Moi, je ne serais pas étonné que le score entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au premier tour soit beaucoup plus serré que ce qu'attendent
les gens. D'une part parce qu'Emmanuel Macron finalement a pas vraiment élargi complètement sa base. Enfin, on voit qu'il est assez proche dans son résultat de 2017, alors que Marine Le Pen, en quelque sorte, est passée sous le radar pendant toute la campagne. On a parlé beaucoup de Zemmour, à un moment on a parlé de Pécresse, mais finalement, même, par exemple, elle était parmi tous les candidats pro-russes, c'est celle qui est presque passée le plus sous le radar. Donc voilà. Et puis elle a un vote utile au premier tour qui s'est concrétisé comme Mélenchon à gauche, et je pense qu'il y a encore beaucoup, comme on sait que 80% du vote Zemmour va sans doute aller vers Marine Le Pen au second tour, il y a quand même un certain paquet de voix pour alimenter, je dirais, cette dynamique au premier tour. Ce qui veut dire que moi, je ne serais pas étonné que quelques instituts de sondage, notamment pour faire un peu de marketing, lundi ou mardi, nous annoncent Marine Le Pen gagnante au second tour. Voilà, ce qui va sans doute d'ailleurs après provoquer une dynamique complètement inverse, c'est-à-dire que sur une mobilisation de l'électorat et que des modérés, et que finalement, je pense que la probabilité qu'elle soit élue est quand même très faible. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit autour de ça. Après, une fois que le marché aura évacué la France, on reste quand même avec la Fed au début du mois de mai. Voilà, donc je pense que c'est un contexte quand même assez difficile. Après, peut-être qu'on aura un mois de mai un peu meilleur parce qu'on aura passé justement le début du resserrement de la Fed, notamment avec le quantitative tightening. Bon, elle a déjà monté ses taux, mais enfin, elle aura fait 50 BP, on y verra assez clair. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront pressées. Donc ça peut donner une petite fenêtre d'ouverture pour que ça aille un peu mieux. Et il ne faut pas être non plus trop dramatique pour cette année parce que dans un environnement où la croissance nominale est très très élevée, l'inflation est très forte, on aura quand même une dynamique des profits qui va rester assez bonne, même si la profitabilité va baisser. Donc je pense que cette phase d'hésitation, je pense que c'est une année d'hésitation entre un scénario où il y a beaucoup de chocs qui sont adverses, que ce soit sur la croissance, que ce soit parfois géopolitique, etc., que ce soit ce choc aussi inflationniste. Et puis d'un autre côté, malgré tout, une dynamique des profits qui est pas arrivée à son terme, même si c'est vrai que quand on va aller vers le second semestre, si on est un peu visionnaire et qu'on regarde un peu vers le futur, on se dira bon, les perspectives vont pas être très très fortes. Donc c'est un marché à mon avis qui est assez capé à la hausse, qui peut remonter près des plus hauts, notamment aux États-Unis, mais qui peut être assez résilient encore pendant quelques mois. Voilà, à mon avis, c'est un peu le scénario que j'ai en tête. Le point compliqué, je trouve, c'est l'été. Voilà, encore une fois, parce que je pense que l'ISM américain, on le verra en dessous de 50 au mois d'août. Ça va être plus compliqué. Voilà. Quand on est dans une... On va commenter du coup justement en plateau peut-être ce point compliqué, timing, notamment en matière d'été. Merci beaucoup Pierre-Olivier Béfi de nous avoir accompagnés pour ce début d'émission. Je rappelle que vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. On continue. Merci Pierre-Olivier Béfi. On continue cette discussion en plateau avec vous, peut-être Michel Martinez. On va revenir sur des sujets qu'on a déjà évoqués. Peut-être que votre vision est différente de celle de Pierre-Olivier Béfi sur ce tightening, cette réduction de bilan de la Fed qui a été annoncé. Alors effectivement, on savait que ça allait arriver, on ne savait pas quand. En tout cas, on ne savait pas quand de manière officielle. Après, effectivement, on entendait les gouverneurs s'exprimer selon leur vision. Là, c'est acté, c'est pour le mois de mai, 95 milliards de dollars par mois pendant 3 mois, voire un petit peu plus. Première question, est-ce que ça vous a surpris dans les minutes de la Fed, ou est-ce que de toute façon, on s'attendait à ce que ça arrive plus rapidement que prévu cette année ? Surpris, non, c'est légèrement supérieur à ce qu'on pouvait attendre, mais ce sont les ordres de grandeur. Après, je pense qu'il faut partir de la situation actuelle. Pourquoi est-ce que les banques centrales, malgré tous les risques qui viennent d'être évoqués, ont l'envie de normaliser leur politique monétaire. Donc c'est à la fois les taux d'intérêt, les taux directeurs et leur bilan. Et le montant de liquidité injecté effectivement dans l'économie. Mais le point de départ, c'est que quand on regarde, malgré les chocs, malgré la crise énergétique, l'inflation à 7%, l'économie se tient bien. Voilà, c'est le point de départ. L'économie résiste. Donc, ça milite pour une normalisation du soutien monétaire. L'économie, il n'y a pas de... l'économie se tient bien, on va avoir les chiffres du premier trimestre. Ils vont... Évidemment, il y a un ralentissement de la croissance, ça a été mentionné. Après le rebond post-pandémie, on ne va pas avoir les mêmes taux de croissance, on est d'accord. Mais l'économie se tient bien. C'est-à-dire quoi, l'économie se tient bien ? C'est que les taux de croissance sont légèrement au-dessus de la croissance tendancielle potentielle. Et donc, le marché du travail continue de s'améliorer. On continue de créer d'emplois, on crée
plus d'emplois que la population active croît. Ça, donc, aux États-Unis. Mais en Europe aussi. En Europe également. C'est pareil aussi. Oui. Pour l'instant, c'est pareil aussi. Voilà. Et donc déjà, jusqu'à présent, on a quand même eu des chocs, parce que les chocs, ils ne commencent pas maintenant. Il y a eu 2 ans de pandémie, des mesures de restriction, des économies fermées, bien sûr, rappelons-le. Et les prix du pétrole, du gaz qui explosent, ils sont même plus bas maintenant qu'il était encore il y a quelques semaines, quelques mois. Et avec les données qu'on a, l'économie résiste. Et en plus, après, quand on regarde la confiance, on a un choc du côté de la confiance des consommateurs. Ah oui, c'est pas étonnant, ils sont inquiets. Mais la confiance des entreprises, elle est bonne. Aux États-Unis, elle est extrêmement bonne. Et en zone euro, quand vous regardez les enquêtes de confiance, les PMI, l'enquête des consommateurs, on a aussi un panorama qui est plutôt bon. Alors après, quand on regarde dans les composantes, on voit bien qu'en Allemagne, les entreprises sont un peu inquiètes. Mais dans l'ensemble, il y a l'idée qu'on résiste. Après, peut-être que les anticipations vont se dégrader, on verra. Mais pour l'instant, on résiste. Donc l'économie résiste. Et il y a une menace inflationniste qui a été bien pointée. Alors avec effectivement cette menace inflationniste, on a des taux d'inflation extraordinaires. On sait qu'ils ne vont pas rester à ces niveaux-là, ils vont retomber. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont retomber. Oui, parce que ça fait 1 an qu'il y a ce débat transitoire, durable. Voilà. Et là, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a une composante énergétique énorme qui est plus de la moitié de l'inflation. Et que voilà, effectivement, à moins d'avoir des nouvelles hausses des prix des matières premières, ce qu'on a eu en fait depuis, pour quelle raison tous les économistes, les marchés à chaque fois ont repoussé dans le temps le pic, c'est que on a eu des séries de surprises. Alors, effectivement, si on a un scénario central où il n'y a pas d'autres mauvaises nouvelles, par exemple d'escalade de la guerre, et avec des ruptures d'approvisionnement, si on part d'un tel scénario, on n'est pas loin du pic. Et après, on aura effectivement, ça vient d'être expliqué par Pierre-Olivier, on aura des glissements annuels des prix de l'énergie. Donc, on comparera le prix du gaz maintenant il y a 1 an, le prix du pétrole il y a 1 an. Donc, et ça va retomber. Et donc, l'inflation va retomber. Mais juste pour finir, après, donc, la question, c'est... donc, on va retomber d'inflation, mais on a quand même le sentiment qu'il y a un changement de régime et que l'inflation, il y a des raisons de penser que l'inflation, aux États-Unis comme en Europe, va être supérieure à la cible. Donc, d'où la nécessité de normaliser. Alors, je conclus très rapidement. Après, il faut remonter les taux, et puis on est obligé de toucher au bilan aussi pour normaliser la politique monétaire. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de ce que vont faire les banques centrales. C'est un risque. Il y a toujours un risque de durcir la politique monétaire trop rapidement et qui pourrait ralentir trop brutalement l'économie. Mais comme l'a dit Powell, le président de la Fed, on va rester humble and nimble, autrement dit humble et flexible, agile. Bien sûr, oui. Et sachant qu'en fait, aujourd'hui, personne vraiment ne sait quel est le dosage de politique monétaire qui est cohérent avec une politique monétaire neutre, en fait, autrement dit, où on serait à une croissance normale, pas trop faible. Voilà. Bien sûr. Personne ne le sait vraiment. Et donc je pense qu'il faut avoir en tête que on voit bien, ça a été mentionné, en zone euro, taux d'intérêt à moins 0,5, c'est quand même... Voilà, c'est très limite. Bien sûr, il s'agirait d'arrêter, c'est ça ce que vous nous dites. C'est que là, vous pouvez prendre tous les outils de la Terre. C'est une politique monétaire extrêmement incommodante, trop favorable. 0% pour la Fed aussi, c'est pareil. Il faut remonter. La Fed nous dit on peut remonter à la fin de l'année à 2 et des poussières, et puis après 2,8 2023. Mais on ne sait pas bien ce qui va se faire. Ça va dépendre de la réaction de l'économie, et pareil pour la Banque centrale européenne. Alors un mot quand même, toujours aux États-Unis, pour le coup, c'est un commentaire autour de ce mot récession. Alors on voit une courbe des taux qui s'inverse aux États-Unis. Théoriquement, on entend et on lit que c'est une inversion de courbe des taux égale récession à venir dans les 18 mois. Alors on entend la Fed nous dire oui mais attention, il faut regarder certains taux et pas d'autres, et notamment il faut regarder le 3 mois comptant par rapport à son forward à 18 mois, si je ne dis pas de bêtises, pour là commencer à acter une récession. Mais on entend également Marie Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, qui déclare qu'elle n'anticipe pas de récession même si l'économie pourrait s'en approcher. Ça veut dire que ce mot on le cite largement, donc c'est un risque. Oui, mais alors après c'est pareil,
qu'il y ait une récession technique, 1 ou 2 trimestres négatifs, surtout s'il y a un choc quelconque. C'est possible. Quand on se rapproche de la vitesse de croisière, oui, c'est possible. Mais pour moi, ce qui pourrait empêcher... Donc personne ne peut exclure une récession technique. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher, faire vraiment, à mon avis, très peur au marché et en partie, et aussi empêcher les banques centrales de normaliser? C'est pas tellement ça. Encore une fois, c'est une perspective, une croissance durablement faible, à tel point que le marché du travail se dégraderait, et donc on reviendrait dans les scénarios qu'on a connus, qui est qu'on ne craigne pas non l'inflation, mais une désinflation. On en est aujourd'hui assez loin de ça. Donc il y a un trimestre négatif, pourquoi pas, voire 2. Mais si on pense un peu comme la pandémie, c'est un one-off, ça arrive une fois, puis après ça rebondit, ça ne change pas la trajectoire de la Banque centrale, ça la recule un peu. Aymeric Didet, effectivement, on sent bien que c'est un dosage très précis et qui alimente des risques, des incertitudes, des angoisses. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Comment est-ce que vous voyez ce revirement de la Fed? Alors, si tant est qu'on peut parler d'un revirement, parce qu'on me répond souvent qu'il suffisait d'écouter les bons gouverneurs pour savoir qu'en fait, ça allait arriver, mais... Non, en fait, ça a été quand même très bien annoncé. Moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que la Fed a une super fenêtre de tir aujourd'hui parce qu'on a de la croissance forte aux États-Unis, on a un emploi qui est très fort, donc aujourd'hui un taux de chômage qui est bas. Donc il y a un moment, il faut normaliser. Ce moment, il est là, il arrive. Il décale un tout petit peu parce que justement, il y a un peu de géopolitique au niveau mondial, mais la fenêtre de tir, elle est là. Elle est pleine, elle est entière. Non seulement ils arrivent à un moment où ils vont pouvoir retirer des liquidités, mais en plus, ils vont pouvoir remonter les taux. Donc, et ça, ils vont le faire avec le dosage nécessaire pour ne pas heurter trop l'économie. Bien sûr. Donc là, pour le coup, on a un discours qui est parfaitement en ligne avec ce qu'ils nous ont annoncé depuis de nombreux trimestres. Donc là, on a un pilotage de la part de la Fed qui est relativement précis et efficace. On a quand même une petite communication en accordéon à chaque fois, dans le sens où ils annoncent quelque chose de fort, puis après ils rappellent qu'ils sauront être accommodants si nécessaire. Mais surtout, ce qu'il faut voir, il y a 2 choses très importantes. La première, c'est qu'ils se redonnent quelque part dans le futur des marges de manœuvre. Parce qu'on voit bien qu'on est dans un changement de régime où on sort 30 ans de baisse de taux, on avait des taux à 0, c'est pas viable sur le long terme. Donc là, on sent qu'on a quand même un changement de régime important dans l'économie. On avance dans l'inconnu puisqu'on ne connaît pas ce régime-là en termes économiques, dans lequel on va avoir plus d'inflation, une inflation à un niveau supérieur. Par contre, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la temporalité. La temporalité parce que là, on est sur un pic. La grande question, c'est de savoir si cette super inflation qu'on connaît actuellement, qui est autour de, on parle de 7%, qui sont des taux extrêmement importants d'inflation que personne ne voulait. Oui. C'est de savoir on en voulait, maintenant on la craint. Exactement. Combien de temps va-t-elle rester à ce niveau et à combien de temps va-t-elle mettre pour redescendre à un niveau normatif? Et ça, c'est un peu toute la question. Parce que c'est ça qui va aussi fortement guider la politique monétaire de la part de la Fed. Et là aussi, il y a quelque chose de très important parce que la Fed, elle est en avance. La Banque Centrale Européenne, elle n'est pas du tout dans le même scénario. Elle ne va être que suiveuse et puis elle a affaire à d'autres problématiques beaucoup plus importantes. C'est ça, c'est qu'elle devrait normalement emboîter le pas de la Fed. Alors la question, c'est quand, mais sauf qu'elle se retrouve avec... Elle prend du retard. Elle prend du retard, mais en même temps, il y a une guerre sur le sol européen actuellement, ce qui la pousse normalement à garder une politique accommodante. Ce qui est très compliqué pour la Banque Centrale Européenne et ce qui favorise encore une fois la Banque Centrale Américaine, qui lui laisse quelque part toute la liberté d'agir quelque part et de profiter quelque part de ces incertitudes qu'il y a en Europe pour pouvoir implémenter sa politique monétaire. C'est ça qui est un petit peu horrible quelque part dans cette guerre pour l'Europe, en plus du côté évidemment humanitaire, mais qui est quand même assez dramatique, c'est que ça met la Banque Centrale Européenne dans un corner à un moment où pour une fois, il y avait de la croissance, pour une fois, il y avait de l'emploi qui semblait être vraiment bien orienté en Europe, donc on avait des chiffres en plus qui étaient vraiment des chiffres qu'on n'avait pas vus, même en France, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et on a ce conflit géopolitique qui est plus qu'un grain de sable dans l'économie, je parle vraiment au niveau dans l'économie, bien sûr, au niveau économique. Oui. C'est quand même une énorme problématique parce que là où les États-Unis vont pas avoir toutes ces problématiques d'approvisionnement, en plus ils sortent d'une politique pure
où ils ont réindustrialisé le pays. Ils ont réinternalisé énormément de choses aux États-Unis. Ça va de l'indépendance énergétique voulue par Donald Trump à l'époque. Donc ils sortent vraiment ils sont dans une situation qui est vraiment très différente de celle européenne, qui nous, on est très très liés, et notamment l'Allemagne, à toute cette problématique d'approvisionnement en provenance de l'Est donc, et de la Russie particulièrement. Et donc ce qui nous amène au sujet des sanctions. Alors le cinquième volet de sanctions n'a pas l'air d'avoir énormément fait bouger les marchés. Pour autant, est-ce que ça dessine quand même une économie européenne demain qui se tire une balle dans le pied quelque part, où on reste quand même, on a pareil fait un dosage de sanctions qui permet à l'économie européenne de s'en tirer plutôt bien dans la situation où un conflit sur le sol ukrainien se réglerait rapidement? Alors, il y avait déjà un premier volet de sanctions qui avait quand même été préannoncé la semaine dernière, donc ça c'est important. Bien sûr. La deuxième chose à bien voir, c'est qu'on a vraiment targeté les sanctions en fonction aussi de la nécessité pour l'Europe. Bien sûr, on n'a pas touché au gaz ou au pétrole pour le moment. On ne touche pas au gaz et pas au pétrole, sinon les Allemands, tout de suite, ça ne va pas leur plaire. Et nous non plus. Donc clairement, on sait quand même cibler des points stratégiques, spécifiques, qui vont quand même avoir de l'impact, mais qui ne sont pas non plus trop pénalisants pour l'économie européenne. Donc c'est fait, on va dire, c'est réfléchi j'ai envie de dire pour une fois, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu plus réfléchi que certaines fois. Et c'est destiné quand même à essayer de trouver une situation, trouver des solutions pour régler ce conflit, parce que plus vite il sera réglé, et on l'espère tous, évidemment, plus vite on va pouvoir essayer de retourner sur quelque chose qui était bien enclenché, en tout cas au niveau économique. Je repars sur l'économie, mais clairement, c'est trouver des solutions sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça a énormément d'impact pour la reprise économique et du coup sur la croissance future, sur la Banque centrale. Donc c'est pour ça que c'est pour le coup très important de regarder ce qui se passe là-bas. Michel Martinez, même question sur la BCE. Est-ce que vous partagez ce point de vue que la BCE est aujourd'hui cornérisée et que peut faire du coup Christine Lagarde la semaine prochaine ou lors de ses prochaines réunions de politique monétaire par rapport à l'agenda qu'elle avait fixé, à savoir une réduction de son soutien monétaire à l'économie jusqu'à après l'été, fin du troisième trimestre, et ensuite potentiellement on envisagerait des hausses de taux? Je ne sais pas si on peut parler de cornérisé, parce qu'il y a une action anticipée que vous venez de décrire. Bien sûr. Donc, tout le monde pense que la BCE agit, et puis elle a commencé à le communiquer. Après, c'est vrai qu'il y a moins d'annonces plus directes, et puis elle n'a pas commencé à remonter les taux. Nous, ce qu'on anticipe après à la lecture des discours de la BCE et des minutes et d'un discours, c'est qu'elle mettra fin au troisième trimestre. Donc à partir de fin juin, il n'y aura plus d'achat de titres obligataires, donc fin du fameux quantitative easing. Et on anticipe 2 hausses des taux directeurs, donc un taux de dépôt qui serait cette fois-ci qui serait enterré à zéro, bien sûr, plus négatif d'ici la fin de l'année. Donc il y a une action. Malgré le contexte qu'on vient de mentionner, la guerre, les prix élevés et les risques sur l'économie. Donc s'il y a cette action qui est évoquée par la BCE elle-même et partagée par les marchés, parce que les marchés aussi pensent que les conditions sont réunies pour que la BCE fasse cela, c'est qu'il y a aujourd'hui le sentiment que dans le contexte qui est compliqué, les mécanismes économiques sont bien compris, et en particulier ne vont pas enrayer complètement le processus de croissance. Après, si la situation change, et en particulier s'il y avait une escalade dans la guerre, ou s'il y avait un embargo ou un arrêt d'approvisionnement du gaz, là, la situation changerait, évidemment, parce que là, du coup, le risque de récession serait matérialisé. Ça veut dire qu'un enlisement du conflit, et sans évoquer évidemment le côté dramatique d'un enlisement du conflit, pour le coup ne reviendrait pas remettre en cause des scénarios de croissance, évidemment revus à la baisse, mais pas intégralement remettre en cause des scénarios de croissance sur le sol européen. Mais en fait, par quoi passe cette guerre? Personne ne peut prédire comment et à quel moment elle finira. Mais par contre, on peut analyser les mécanismes économiques par lesquels elle influe sur la zone euro. Il y en a 2 principaux. Le premier évident, c'est via les prix des produits énergétiques. Bien sûr. Voilà, on observe les prix des produits. On peut faire des différents scénarios, mais on en a parlé. Ils ont plutôt baissé. Donc,
Encore une fois, s'il n'y a pas d'escalade, pas d'arrêt d'approvisionnement du gaz, on voit à peu près où ils vont. Et on sait mesurer quel est l'impact, tout le monde le fait, et c'est cohérent avec un discours comme quoi la croissance resterait forte en zone euro, au-dessus de la croissance potentielle. Voilà, c'est le consensus. C'est clair. C'est le consensus des économistes, c'est ce que nous dit la BCE. Après, encore une fois, c'est pas une science exacte, l'économie n'est pas science exacte, mais aujourd'hui, c'est ce que les outils nous disent. Et le deuxième canal de transmission, c'est via la confiance. Confiance des consommateurs, confiance des entreprises. La confiance des consommateurs, elle a effectivement beaucoup baissé. Donc, reste à voir si ça va se matérialiser dans la consommation. Est-ce qu'on va avoir à cause de ça, on va voir les gens ne pas aller en vacances, ne pas aller au restaurant. Ou ne pas racheter de voiture. Ne pas racheter de voiture, c'est la question. Voilà, pour l'instant, aucun économiste ne met ça dans ses prévisions. Mais effectivement, si la confiance des consommateurs restait déprimée durablement, c'est probablement ce qui arriverait. Et j'ai mentionné au départ que la confiance des entreprises était pour l'instant bonne. Donc, quand on analyse ces deux canaux aujourd'hui, le scénario que vous mentionnez d'enlisement de la guerre, d'un point de vue, encore une fois, je ne parle que des conséquences économiques. Et bien sûr, on parle. Oui, bien sûr. Voilà, à la fois croissance et inflation, c'est la seule, et marché du travail, c'est la chose que la BCE regarde. Il y a aujourd'hui, dans ce contexte-là, il y a une matière à agir. Et après, la autre question, c'est jusqu'où on remonte. Mais ça, comme j'ai dit, il faudra être prudent, humble, y aller pas à pas et voir ce qui se passe. Matière à agir, pour autant, ce sera après l'été. Oui, on voit une hausse des taux en septembre et une en décembre. Alors, un mot peut-être rapide de l'élection présidentielle française. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs jours qu'on lit effectivement dans la presse financière que celle-ci s'invite sur les marchés financiers. Alors certains y voient son invitation par le fait que le CAC 40 est baissé hier ou avant-hier. D'autres le voient dans le spread franco-allemand qui s'écarte ou alors l'OAT à 10 ans qui dépasse les 1,25% aujourd'hui, des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis 2014. Rapidement, peut-être vous d'abord, Michel Martinez, dans un premier temps, et ensuite Aymeric Didé. Est-ce qu'il faut voir dans les comportements que je viens de vous donner une invitation de l'élection présidentielle française dans les marchés financiers, ou est-ce que c'est un petit peu réducteur comme façon de voir les choses ? Oui, il est évident que depuis quelques jours, l'élection française a refait surface dans le paysage des marchés financiers. Elle intéressait personne. Ou fait surface tout court, parce que refait surface... Il y a, pendant de nombreuses semaines, elle n'intéressait quasiment personne. Donc ça, c'est évident, on le voit à travers le flux de questions, on voit aussi à travers l'élargissement du spread entre le Bund et l'OAT, sur les marchés d'options aussi, on a la volatilité. Oui, donc c'est revenu, et effectivement, c'est revenu parce qu'il y a eu quelques sondages qui montraient que l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron était faible, plus faible en fait que... C'est revenu parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas autant joué d'avance que ce qu'on pouvait le pricer jusque-là, Aymeric Didé. Oui, puis les instituts de sondage nous ont appris à se méfier un tout petit peu quand les scores se resserraient. On se rappelle tous du Brexit. Bien sûr, où tout le monde pensait que ça n'arriverait jamais et puis finalement c'est arrivé. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu de stress, mais ça vient juste quelques jours avant. Pour le moment en tout cas, c'est un peu du bruit, comme dans une série statistique. On est un peu dans des phénomènes de bruit. Après, s'il se matérialise, évidemment, on aura sûrement des conséquences. Mais pour le moment, c'est que du bruit. On voit un tout petit peu de spread s'écarter, mais en fait, on s'aperçoit aussi que d'autres pays se sont écartés du Bund allemand cette semaine. Donc tout n'est pas allé chercher du côté de l'élection française. On voit aussi que certaines valeurs qui ont l'État au capital ont été un tout petit peu plus volatiles, qui sont liées par des contrats sur des partenariats publics-privés avec l'État. Donc on voit qu'il y a des petits phénomènes à droite à gauche qui sont liés à ça, mais pour le moment, quand on regarde à l'échelle économique, on est pour le moment que dans du bruit. Après, évidemment, si on a entre guillemets des surprises par rapport à l'élection, avec un parti extrême qui est élu, là, on pourra avoir un peu plus de conséquences, évidemment. Mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu... Ça reste du bruit, c'est ce que vous nous dites. En fait, quand on s'aperçoit à chaque élection présidentielle en France,
on a le même phénomène. Donc pour le moment, on n'a pas eu de matérialisation d'un parti extrême arrivé au pouvoir, donc on ne connaît pas encore les conséquences. On l'a eu dans d'autres pays, mais pas sur des pays qui étaient ce qu'on peut appeler des pays de premier rang, qui ont eu des partis extrémistes au pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus dur à imaginer les conséquences, un peu tôt pour en parler aussi. Je vous propose de regarder un petit peu vos scénarios l'un et l'autre pour cette année 2022 qui continue. On a eu le premier trimestre. Alors, on peut regarder ça du point de vue des marchés financiers. On l'a évoqué avec Pierre-Olivier Béfi, des marchés financiers qui ont reculé au premier trimestre, mais somme toute qui ont très bien résisté. Si on prend le CAC 40, il est revenu sur des niveaux d'avant-guerre en Ukraine, alors qu'il y a effectivement le sujet de la guerre en Ukraine, le sujet de l'inflation, le sujet de la pandémie qui repart en Chine. J'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais je donne effectivement les actualités aujourd'hui. Des marchés financiers qui semblent digérer ces nouvelles et continuer à avancer ou revenir sur leur niveau. Aymeric Didet, qu'est-ce que vous voyez pour cette année 2022, sachant qu'il y a les indices et puis il y a des réalités très différentes ensuite au sein des indices qui n'est pas forcément traduite par les indices en question. Oui, il y a une certaine complaisance quand même actuellement dans les marchés avec cette hausse qu'on a eue rapide, soutenue de cette période de reprise, alors que la guerre, rien n'est réglé. Donc on trouve que c'est un petit peu complaisant. Par contre, ça incite à certains mouvements dans les allocations d'actifs, profiter un petit peu de ces mouvements de reprise pour un tout petit peu réajuster les portefeuilles, parce que oui, en effet, il y a un tout petit peu de phénomène qui se passe. On voit bien que, par exemple, les États-Unis sont en avance sur le cycle. Donc moi, j'ai plutôt tendance, chez nous en tout cas, pour les comptes, à privilégier la zone Amérique et D'accord. Donc là, on fait... Parce que moins impacté par le conflit russo-ukrainien. Exactement, moins d'impact, notamment sur les approvisionnements de matières premières, et une gestion plus tôt et plus importante de la situation économique. Donc ils profitent justement de ce que je vous disais tout à l'heure, de cette fenêtre de tir. Avec quand même peut-être un sujet, c'est une saison de résultats qui va débuter et des entreprises américaines qui ont elles aussi besoin d'énergie. Alors peut-être qu'elles les payent. Est-ce qu'elles payent cette énergie moins chère qu'en Europe? C'est pas si sûr. Tout à fait. Elles seront également impactées. Mais à côté, elles ont des bilans qui sont souvent plus solides. Et puis on rappelle aussi qu'aux États-Unis, il n'y a pas que Apple, Amazon et Microsoft. Il y a aussi d'autres valeurs. C'est vrai. Tous les secteurs d'activité sont représentés aux États-Unis et c'est un marché qui est très large. Donc il faut aussi de temps en temps sortir un petit peu de sa zone de confort et aller chercher d'autres valeurs qui recèlent finalement, qui sont un peu tout terrain en période inflationniste. On pense par exemple au secteur des softwares, quand on cherche des valeurs qui changent des grands leaders, des grandes GAFAM. Il y a des valeurs dans ce toujours dans la tech par contre pour le coup. Pour le coup, ce sont des valeurs qui sont plutôt technologiques, mais qui sont plus immunisées contre l'inflation, qui ont des bilans souvent qui sont très sains, qui ne sont pas leveragés avec de la dette. Donc en période de hausse de taux, elles les subissent un peu moins. Donc c'est vrai qu'on a certaines valeurs comme ça qui sont intéressantes, qui sont revenues fortement parce que les marchés sont revenus aux États-Unis et qui offrent des potentiels encore importants. Donc États-Unis et sur le sol européen, il y a effectivement un discours qui dit qu'on revient vers de la value, mais de la value qui demain va être impactée par la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous regardez? Comment est-ce que vous analysez la situation? Alors sur l'Europe, évidemment on continue. On regarde quand même le côté très international des sociétés. D'accord. Leaders. Qui font du chiffre d'affaires ailleurs que sur le sol européen. Exactement, et très fort leader. Parce que là pour le coup, vraiment ceux qui vont avoir besoin de créer du pricing power, d'avoir du pricing power, c'est vraiment, ça va être très 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 important pour les entreprises européennes. On continue d'aimer plutôt les grandes valeurs là aussi, parce qu'elles vont être plus agiles dans cet environnement-là. Donc on reste un petit peu sur ces thématiques-là. Donc les entreprises qui ont les reins solides, si je puis dire, qui sont capables d'intégrer peut-être des hausses de coûts dans leur marge. Très vite, et surtout la vitesse à laquelle ils sont capables de passer les hausses de prix. Michel Martinez, même question. Quel est votre scénario à l'ouverture de ce deuxième trimestre 2022 alors sur le sol européen, mais aussi peut-être sur les marchés américains? Nous, notre scénario sur les marchés actions, c'est d'être prudemment optimiste. Autrement dit, on croit à un rebond qui va pas être à 2 chiffres, en dessous de 2 chiffres. Et puis après, on privilégie des stratégies. Alors, notre stratégie, c'est action, on privilégie des stratégies thématiques. Et en particulier, on bâtit des index de valeurs d'entreprises qui sont effectivement très résistantes à la menace inflationniste. On a des thématiques aussi greenflation, donc c'est à la fois transition climatique et inflation. Donc, bien sûr, ouais. C'est le genre de panier, voilà. Et bien sûr, les thèmes habituels, digitalisation, voilà. Et puis et on pense qu'il y a de manière générale, oui. Alors, bon, il y a d'un point de vue macroéconomique, il y a des raisons de se mettre sur ces valeurs. Il ne faut pas oublier que dans un contexte où on envisagerait, où il y aurait
on envisagerait que le changement d'inflation soit pas uniquement un one-off, une fois, mais plus permanent. Quelles sont les classes d'actifs où il faut investir son épargne? C'est essentiellement les actions. C'est pas sur le monétaire, c'est pas sur les obligations. Et donc, il y a quand même, normalement, malgré tous les risques, y compris, mais si les risques sont plus élevés en Europe, il y a quand même des flux d'épargne qui devraient, toutes choses égales par ailleurs, se porter sur les actions. Parce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits où aller, et ce, malgré l'idée qu'on pourrait aller vers des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude. Non, là, pour le coup, les marchés actions ne sont pas des valeurs refuges, mais c'est là où, entre guillemets, on peut le plus résister à un contexte inflationniste. Voilà, il y a, normalement, si on regarde en termes d'allocation d'épargne, toutes choses égales par ailleurs, si on se dirige vers plusieurs années d'inflation à 2%, normalement, les flux vers les obligations, le monétaire devrait quand même chuter quand même drastiquement. Bien sûr. Les flux vers les actions devraient plus. Donc, il y a quand même. Et après, ce qu'on dit, c'est au sein. Donc, ça devrait être porteur sur les actions, d'autant plus qu'on estime, nos stratégies des actions estiment que les ratios de prix sur revenu, price earnings ratio, sont plutôt faibles. Donc, ça devrait porter globalement, mais encore une fois, pas à 2 chiffres la croissance. Et après, mais par contre, encore une fois, on insiste beaucoup sur des stratégies thématiques. Voilà. Et alors justement, est-ce que, parce que Aymeric Didet nous disait qu'effectivement, il faut aller sélectionner des entreprises très solides sur des stratégies thématiques, on peut regarder ça par secteur d'activité également, ou là, est-ce qu'on est vraiment sur de la sélection entreprise par entreprise, dans un contexte où effectivement un secteur ne peut pas résister mieux qu'un autre, effectivement, dans le contexte actuel? Il y a effectivement, alors moi je ne connais pas par cœur la liste des entreprises dans les indices, mais si vous invitez nos stratégistes actions, ils pourront vous parler beaucoup mieux que moi des valeurs des recommandations qu'on fait. Que vous faites. Alors effectivement, non, mais l'idée c'est d'avoir un petit peu un scénario peut-être sur cette année 2022, où vous êtes globalement assez optimiste. Aymeric Didet, on n'a pas évoqué le sujet ESG, transition énergétique, mais c'est vrai que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, notamment de dépendance énergétique aussi. C'est aussi un sujet de flux, on le disait tout à l'heure. Il va y avoir vraiment des flux qui vont arriver sur la classe d'actifs actions pour ces raisons-là, pour les raisons de taux. Il n'y a pas d'alternative. C'est beaucoup de stratégistes nous disent que la remontée qu'on a eue actuelle est clairement due à des flux qui se sont déplacés du marché obligataire pour aller sur le marché action. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et alors le flux ESG, il est plus que jamais important, particulièrement en Europe, puisque en Europe, on a une poussée de la volonté de faire de l'ESG à outrance. Notre régulateur pousse aussi. Donc on sent quand même qu'il y a une nécessité obligatoire, en plus, évidemment, du contexte qu'il peut l'exiger. Une nécessité pour sauver la planète et potentiellement pour se chauffer demain aussi. On se rend compte que ça peut servir et que c'est pas plus mal. Merci beaucoup Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame. Merci également Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, avec aujourd'hui un quart d'heure thématique consacré à la thématique de la food delivery. Nous recevions avant-hier Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, afin de mieux comprendre les cours de bourse et les questionnements autour de ces entreprises internationales dans le secteur donc de la food delivery. Des entreprises qui ont largement bénéficié des mesures de restriction, donc au plus fort de la pandémie, avant de voir leur cours de bourse s'effondrer lors de la réouverture des économies. Regardez. Alors effectivement, on constate que depuis la réouverture entre guillemets des économies, le cours de bourse de ces sociétés a fortement chuté. On pense par exemple à Just Eat Takeaway, à Delivery Hero, qui est moins connu en France, mais qui est un des plus gros acteurs mondiaux. On pense aussi à Deliveroo, à Uber Eats. Le cours de bourse de ces sociétés a baissé entre 50 et 60% depuis à peu près 12 mois. D'accord, oui. C'est vraiment. Donc elles ont vraiment été portées par les mesures de restriction et ça s'est dégonflé au fur et à mesure.
mesure, oui, comme vous dites. Voilà, alors c'est-à-dire que elles ont cumulé un certain nombre de difficultés. Alors d'abord, il y a eu l'inquiétude des investisseurs sur l'ensemble des secteurs tech, et ces valeurs sont un peu associées Bien sûr, au segment de la tech. Mais en plus, il y a eu cette inquiétude au moment de la réouverture. Est-ce que ces sociétés vont continuer à publier de la croissance ou est-ce que finalement c'était un service qui avait son sens uniquement pendant les confinements, mais dont on n'a pas besoin ensuite. Il y a eu des inquiétudes également sur la profitabilité, puisque certaines de ces sociétés n'ont pas été profitables sur les 3-4 dernières années et l'ont été encore moins en fait en 2020 et en 2021. Oui, alors là même que leur marché devait les porter justement vers des niveaux de rentabilité, puisque l'activité n'avait jamais été aussi forte pour ces sociétés-là, et elles n'atteignaient pas ces niveaux de rentabilité. Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'il y a eu un levier opérationnel qui aurait dû jouer très fortement à mesure que la base de clients augmentait. Bien sûr, de façon très importante, mais en même temps elles ont dû aussi investir dans un temps record et de façon importante pour faire face à la hausse de la demande. Il a fallu référencer plus de restaurants, il a fallu aussi aller chercher les clients, il y a un coût d'acquisition, il a fallu aller chercher aussi des livreurs pour faire face à l'augmentation de la demande. Oui, et puis en plus une augmentation de la demande, entre guillemets, induite par des décisions politiques qui arrivaient du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut enfin du jour au lendemain ou peut-être de la semaine à la semaine, mais donc du coup effectivement il est important de le rappeler que la période était porteuse pour ces activités-là, mais nécessitait aussi d'importants investissements et d'importants ajustements pour ces entreprises. Oui. Mais ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que maintenant tout ça, c'est un peu derrière nous. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ces sociétés, elles sont capables depuis la fin des confinements. Maintenant, depuis 12-18 mois, on a un peu plus de visibilité. Et c'est des sociétés qui ont continué à publier des croissances de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc, on a vraiment le sentiment que ça répond à une nouvelle tendance de consommation. C'est un vrai service vers lequel le consommateur se tourne. Ce n'était pas simplement réservé à la période du confinement. On s'aperçoit aussi que chez les acteurs qui ont des activités assez matures dans des pays où la livraison est installée depuis longtemps, je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, c'est un peu loin de chez nous, mais c'est vrai que c'est un marché assez mature de ce point de vue-là. On s'aperçoit que les clients de ces sociétés, les anciens clients, ceux qui sont clients depuis plusieurs années, commandent beaucoup plus que les clients récents. D'accord. Un client de Deliveroo, par exemple, qui est client depuis 2015, il commande à peu près 10 fois par mois. Tandis qu'un client de 2020, il commande un peu plus de 3 fois par mois. Donc on voit qu'il y avait un effet d'opportunité et ça veut dire quoi, qu'ils ont une base de clients stable, effectivement, puis il y a eu un effet d'opportunité Covid, mais qui n'a pas chamboulé fondamentalement l'activité. Ce qu'on pense, c'est surtout que les clients commandent de plus en plus. D'accord. C'est-à-dire qu'à mesure qu'ils prennent l'habitude de commander, ils vont commander de plus en plus au fil des trimestres, des semestres et puis des années. Donc ça aussi, il y a un réservoir de croissance embarqué qui est très important. Et puis sur le plan de la profitabilité, donc à mesure que la croissance continue, bien évidemment le levier opérationnel va continuer à jouer et il devrait s'accélérer aussi à mesure que ces sociétés sont capables de mutualiser les commandes. Ça c'est le management de Just Eat Takeaway qui le rappelait. Actuellement, aujourd'hui, un livreur, il transporte une seule commande. Bien sûr. À mesure qu'il y a de plus en plus de consommateurs dans un quartier, il va être en mesure de transporter plusieurs commandes. Donc ça, forcément, ça a un effet sur le levier opérationnel. Il y a plusieurs questions, effectivement, sur cette thématique. Alors, toujours pour aller dans les attaques qu'on peut faire au secteur, le sujet de la concurrence. Je prends le marché français. On voit un nouvel acteur tous les mois, voire toutes les semaines, arriver sur le marché. Et on se dit, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Alors, est-ce que la vision française est une vision juste au niveau international ou ou alors est-ce qu'il faut, entre guillemets, choisir les plus gros du marché pour faire face à la concurrence de plus en plus grande ? Alors c'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Ça a été une des interrogations du marché, qui a justement animé le marché et qui explique très certainement une partie de la baisse. Est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des barrières à l'entrée sur ce marché-là ? Alors ce qu'on voit quand même, là aussi, on est assez rassuré par ce qu'on voit sur les derniers trimestres. On est en train de voir une certaine rationalisation des choses. Les nouveaux acteurs dont on parle, c'est plutôt des nouveaux acteurs du quick commerce, c'est-à-dire ces livraisons de Bien sûr, à domicile. Oui, qu'on associe effectivement, mais pas forcément de food delivery.
Delivery, oui. Sur les plats préparés, on voit quand même qu'il y a des acteurs qui sortent, qui se recentrent sur leur marché historique. Par exemple, Deliveroo est sorti complètement d'Espagne. Just Eat Takeaway a annoncé encore récemment qu'il sortait du Portugal et de la Norvège. Delivery Hero arrête complètement le Japon et l'Allemagne. On a des acteurs aux États-Unis qui ont fait faillite, comme Fridge No More. On sait aussi que le dégonflement de la valorisation sur les acteurs du côté est en train de passer dans le non-côté. Et ça aussi, c'est super important parce que jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était les acteurs du non-côté qui continuaient à être financés et donc ils continuaient à alimenter cette concurrence, à proposer des coupons gratuits, des promotions extrêmement alléchantes, etc. Là, les valorisations, les derniers tours de table montrent que les valorisations dans le non-côté sont également en train de baisser. On a vu aux États-Unis Instacart. Alors, c'est de la livraison de courses à domicile aussi, mais je pense que ça illustre bien ce qui est en train de se passer. Le dernier tour de table a fait baisser la valorisation de la société de 40% en un an. Deux questions pour conclure. Une première, c'est un sujet qu'il faut également traiter quand on parle des attaques effectivement vis-à-vis de ce secteur, c'est le sujet éthique qui va avec le sujet réglementaire. On passe par des freelances de plus en plus nombreux, il y a des sujets parfois de les salariés ou non au sein des pays. Là aussi, c'est un sujet qui alimente des craintes auprès des investisseurs. Alors bien sûr, surtout que le régulateur s'est saisi du sujet à l'issue des confinements, puisque bien évidemment, à mesure que le nombre de livreurs augmentait, il devenait difficile d'ignorer cette tranche des travailleurs. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains acteurs qui sont vertueux depuis déjà de nombreuses années. Je pense à Just Eat Takeaway en Europe continentale. Ils salarient tous leurs livreurs depuis des années. Et donc ça veut dire assurance en cas d'accident, ça veut dire aussi fourniture des vêtements, d'un vélo électrique. Donc en plus, le salariat, ça veut dire que la société peut suivre aussi le sujet jusque sur le plan de l'environnement, si on parle Bien sûr, au sens large. Donc il y a des acteurs qui sont vertueux depuis longtemps. Et puis en plus, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est récent. C'est là sur les derniers trimestres. La plupart des pays d'Europe ont désormais statué sur le statut des livreurs, avec plus ou moins de flexibilité d'ailleurs. L'Espagne est très stricte. Maintenant, tous les livreurs doivent être salariés. À l'inverse, d'autres pays offrent plus de flexibilité, comme la Grande-Bretagne ou même la France. Mais le régulateur a statué et encadre beaucoup mieux les choses. Donc, les acteurs vont se conformer à ces nouvelles directives. Donc en Europe, en tout cas, c'est plus pour nous un risque qui est derrière nous maintenant. Donc si je comprends bien, c'est un marché qui se consolide avec effectivement beaucoup d'acteurs, mais qui finalement se recentrent sur leur marché d'origine et ont du mal à aller chercher de la concurrence sur d'autres marchés. Est-ce que du coup, cette baisse des cours de bourse de ces sociétés peut créer des effets d'opportunité aujourd'hui, selon vous ? Alors nous, on pense qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation qui deviennent vraiment intéressants. On regarde beaucoup le multiple dans le secteur. Ce sont des multiples en rapport au volume d'affaires, en fait. Bien sûr. Et on avait atteint des niveaux de 1,5 fois au sortir des confinements. On est revenu à 0,3 fois pour des acteurs comme Just Eat Takeaway ou Delivery Hero. Ah oui, donc le recul est quand même assez conséquent. C'est massif. Il y a une réelle explosion de la bulle qui existait sur ces acteurs. Et donc, je disais qu'un certain nombre de risques, en tout cas, nous semblent à nous derrière nous. Le risque ESG, réglementaire. On pense que la question de la profitabilité aussi est maintenant bien prise en main par les managements qui rassurent le marché de façon assez crédible là-dessus. Donc, oui, on pense que c'est un marché aujourd'hui qu'il faut à nouveau regarder et auquel il est intéressant de se réintéresser. Voilà, c'était l'expertise d'Anne-Claire Dossin, gérante chez Amiral Gestion, sur cette thématique d'investissement qu'est la food delivery, donc sur les marchés européens et internationaux. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Bourse ce soir et je vous donne rendez-vous lundi à 12h30 où vous retrouverez Grégoire Favet en direct dans Smart Bourse sur Bismart.